2/3 des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast Les Héros de la Vente. Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de Sales Enablement, la conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Loïc Simon. Loïc, bonjour. Bonjour. Donc Loïc, merci pour ta disponibilité. Tu es le fondateur du Social Selling Forum, donc tu vas nous expliquer ce que c'est. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis Loïc Simon et moi, ma conviction, c'est que la vente est quelque chose qui est en train de se transformer de manière fondamentale depuis plusieurs dizaines d'années d'ailleurs déjà, parce que à 63 ans, si tu veux, j'ai un peu d'expérience dans la vente et notamment la vente complexe B2B que j'ai appris chez IBM à l'époque. Et ayant cette conviction que cette vente est en train de se transformer vers beaucoup plus d'amour des clients, vers beaucoup plus de respect, de service aux clients, etc. J'ai trouvé que le social selling, en l'occurrence, était un excellent catalyseur de cette transformation de la vente. Alors, je me suis focalisé depuis plusieurs années sur ce thème du social selling, notamment en faisant un certain nombre de forums qui s'appellent les Social Selling Forum. On en est au 53e qui vient d'avoir lieu au mois de décembre, là, et ça continue en 2020. D'accord. Voilà. Donc, du coup, le thème de l'épisode aujourd'hui, c'est le social selling autrement. Est-ce que, avant tout, tu peux nous expliquer c'est quoi le social selling ? Le social selling, pour moi, c'est quelque chose de très simple. C'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre, et je dirais même pour ceux, entre parenthèses, vendre. D'accord ? Et tous les mots sont importants derrière cette phrase. L'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre. C'est que ce n'est pas un outil, ce n'est pas LinkedIn, ce n'est pas TikTok, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas YouTube ou que sais-je. C'est l'art et la manière, une manière de se comporter. D'accord ? Une manière d'agir sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, c'est utiliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on ne vend pas sur un réseau social. Ce n'est pas du e-commerce que l'on fait directement comme on pourrait le faire sur TikTok, par exemple, quand on veut vendre un gizmo de type, je ne sais pas quoi, enfin un truc en e-commerce ou du gaming ou que sais-je. On utilise les réseaux sociaux dans le parcours d'achat des clients, en fait. Et notamment quand on parle d'achat complexe ou de vente complexe. Ensuite, c'est les réseaux qui sont importants, ce n'est pas les médias. On n'est pas là pour pousser du contenu, par exemple, comme disent les marketeurs, ou de pousser des posts, des vidéos, que sais-je, en espérant que peut-être quelqu'un va à un moment donné réagir en inbound de marketing ou que sais-je. On joue vraiment l'effet réseau. Et l'objectif du social selling, ce n'est pas d'avoir des likes, d'avoir des commentaires, d'avoir je ne sais pas quoi, ou d'avoir de la visibilité, ou de promouvoir une marque, que sais-je. C'est in fine de vendre. Et vendre en se vendant soi-même, d'accord ? En vendant sa crédibilité, sa cohérence, en vendant la confiance que les gens peuvent avoir en soi, etc., etc. Donc, encore une fois, la phrase pour moi est très importante dans chacun de ces mots. L'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre, en se vendant d'ailleurs. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir un peu un expert du sujet ? Qu'est-ce qui t'a amené justement à créer ces social selling forums, ces événements ? Et c'est comme ça, tu peux en profiter aussi de nous expliquer ce que c'est exactement. Alors déjà, j'aime pas le mot expert personnellement, éventuellement spécialiste et surtout praticien. Moi, je me définis comme un praticien du social selling. Lorsque j'ai démarré, j'étais comme Monsieur Jourdain, je savais pas que ça s'appelait social selling. J'étais chez IBM encore en train de faire l'évangélisation du SaaS, du cloud ou d'autres choses avant. Et si tu veux, à ce moment-là, j'ai commencé dans les années 2000, 2004, c'était LinkedIn, et puis les blogs, à utiliser tous les outils qui aujourd'hui sont des outils du social selling. C'est-à-dire évidemment les réseaux sociaux, notamment en ce qui me concerne, je travaille beaucoup sur LinkedIn parce que j'aime bien et que ça correspond bien à mon type d'activité, mais je pourrais très bien demain être sur TikTok par exemple, qui est un réseau social absolument primordial pour beaucoup de gens et de plus en plus. Mais bon, disons
LinkedIn. Et donc, j'utilisais le blog, j'utilisais tout ça sans savoir que ça s'appelait comme ça. Et quand j'ai découvert enfin en 2014 le terme social selling, j'ai pu mettre derrière cette expression tout ce que je faisais en termes d'engagement des prospects, des clients au-delà du marketing. Parce que l'inbound marketing, c'est bien, le content marketing, c'est bien, mais l'engagement réel de prospects, de clients en tant que vendeur, en tant que dirigeant, en tant que consultant, en tant que quelqu'un qui a besoin de se vendre ou de se faire recruter, c'est autre chose que simplement faire de l'inbound marketing. D'accord ? Et donc, le social selling, pour moi, je l'ai découvert un peu comme par hasard, hein, parce que j'en faisais déjà sans savoir que ça s'appelait comme ça. Et quand j'ai quitté IBM fin 2015, tu vois, j'ai 63 ans, je suis à la retraite, mais en fait, je suis un retraité actif. Hein, et j'ai quitté IBM fin 2015, ça a été pour tout de suite aider d'autres sociétés. Au début, je pensais aider des grosses et moyennes sociétés, d'ailleurs, à embrasser le social selling. Et je l'ai fait de la manière la plus évidente qui était pour moi depuis 40 ans, c'est en faisant des forums. J'avais fait avec succès des forums du SaaS et du cloud. Et donc là, j'ai lancé dès fin 2015 le premier Social Selling Forum avec quelques particularités. Le côté frugal, le côté partage de connaissances totalement ouvertes, le côté invitation de tous mes confrères, tous mes concurrents ou tous mes collègues dans ces forums. Et ensuite, j'ai développé ce forum également en province, à partir de Paris au départ. Et là, j'en suis à 53 et ça va depuis la petite ville de Laval ou de Cholet, 50 000 habitants, jusqu'à Zurich, Melbourne. Ça, c'est un peu un épiphénomène, Melbourne, ou Paris, évidemment, où on a fait le 9e forum en 4 ans. Et tout ça en 4 ans. Hein. Voilà. D'accord. Et du coup, c'est des forums de partage d'expérience, hein, c'est simple. Hein. Il y a des praticiens du social selling qui viennent dans des social selling forums qui durent une journée et demie, hein, et où il y a des ateliers, des conférences, très low-tech d'ailleurs, avec très peu de fioritures, je ne sais pas quoi, de musique, de vidéos, de machin, etc. C'est très low-tech. Hein, alors que je suis high-tech, moi, que je suis un geek, hein, initialement. Mais là, on est vraiment dans le partage d'expériences, dans le partage de connaissances, dans quelques keynotes inspirantes, des ateliers interactifs, des ateliers d'intelligence collective, des masterclass, des choses comme ça, avec, encore une fois, plusieurs dizaines d'animateurs de ces forums qui sont confrères les uns avec les autres, certains diraient concurrents, mais qui aident tout l'écosystème du social selling à progresser. C'est ça mon pourquoi, en fait, c'est d'aider le monde à transformer la manière dont on vend encore une fois, vers plus d'amour des clients, plus de transparence, plus d'éthique, etc., etc., et de manière responsable sociétalement, socialement et écologiquement parlant. Voilà. Bon, très bien. Avant de passer aux questions sur le social selling, c'est vrai que du coup, les social selling forums, maintenant, il y a une certaine presse. Hein. Moi, je vois passer beaucoup de choses là-dessus. Comment ça s'est passé les premiers? Est-ce que tu étais aussi là en train d'évangéliser des gens? Est-ce que tu avais déjà une certaine audience, ou les premiers, c'était vraiment ce qu'on appelle les early adopters, où il y avait une petite communauté? Comment ça s'est passé? Eh ben, ça a tout de suite commencé avec 250 personnes qui sont venues chez IBM en novembre 2015. Ah oui. Hein, et une quarantaine d'animateurs, dont tous mes confrères que je ne connaissais pas encore vraiment, hein, les Bruno Friedlansky, les Cyril Bladier et compagnie, parce qu'au début, j'avais l'intention de faire du consulting, de la formation, du coaching, comme beaucoup en font, hein, autour de LinkedIn et du social selling. Et puis, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait une vraie appétence pour la compréhension de ce monde du social selling, avec le premier forum que j'ai fait. J'en ai fait un deuxième tout de suite après, 6 mois après, au MEDEF, hein, où il y a eu 350 personnes. Puis ensuite, on est allé chez Oracle, qui nous a accueillis généreusement. Et hop, il y a de nouveau eu plein de monde parce que c'était déjà un thème prégnant en 2015-2016, en fait, on était là. Hein. Alors, au début, je m'adressais plutôt aux grandes et moyennes entreprises, tu vois, en pensant que c'est elles qui allaient adopter le plus facilement et le plus rapidement le social selling. Oui. Puis je venais d'une grande entreprise, IBM, tu vois. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'ensuite j'ai déployé le social selling en région, grâce à certains collègues qui m'ont accueilli dans d'autres événements, ou alors à Franck Roger, par exemple, à Bordeaux, qui a démarré avec moi le premier vrai social selling forum régional en 2017, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une forte appétence de la part des coachs, des consultants, des indépendants, des freelances, des chômeurs, des marketeurs, des commerciaux eux-mêmes, beaucoup plus que de la part des directeurs commerciaux et marketing des grandes et moyennes entreprises, qui eux, contrairement à ce qu'on pense, sont à la traîne en matière de social selling.
parce qu'ils le font de manière un peu traditionnelle, on va dire, hein, avec plein de problématiques liées aux structures des grandes et moyennes entreprises. Voilà. Mais dès le départ, il y avait une appétence. Et en général, il y a entre 100 et 600 personnes dans un social selling forum, selon qu'on est à Laval, où il y a 50 000 habitants, où on va être 150, 120, hein, ou à Paris, où en général, à Paris, on va être entre 400 et 600. D'accord. Voilà. Et donc on fait ça dans des écoles. Et alors attention, on fait ça dans des écoles, dans quelques entreprises qui sont des mécènes, hein, par rapport à ça, qui nous accueillent généreusement, hein, d'ailleurs les écoles comme les entreprises, que ce soit ESCP Europe, l'INSEC ou PPA, Pôle Paris Alternance par exemple, hein, où on a fait ces forums à Paris, ou plein d'autres, Kedge, ISEG, Neoma Business School, etc. etc. Hein, j'en passais des meilleurs, j'avais oublié l'ESCA, hein, ou alors des entreprises comme Oracle, IBM, SAP. Le dernier, on vient de le faire chez SAP pendant les grèves. Hein. Oui. Alors là, c'était un peu spécial. On essayait de revenir vers ces grandes et moyennes entreprises qui ont toutes les difficultés du monde à faire du social selling. Et bon, là, c'était un petit comité qui était prévu pour 200 personnes, tu vois. Chez SAP, ils n'ont pas beaucoup de place à Levallois, donc on ne pouvait pas accueillir les 500-600 personnes traditionnelles. Et donc, on avait fait un modèle un peu spécial qu'on appelle Social Selling Forum Team Leaders pour les dirigeants des grandes et moyennes entreprises. Bon, finalement, on a quand même eu 100 personnes, hein, avec toutes les grèves, avec toutes les difficultés qu'il y avait. On était en plein milieu des grèves. Bien joué. Ouais. Ouais. Bon, très bien, Loïc. Du coup, une de mes premières questions, c'est pourquoi tous les commerciaux devraient faire du social selling selon toi? Bah déjà, quand on est un bon commercial, comme je pense que je l'ai été, je le suis toujours depuis que j'ai été à l'école des ventes IBM, on utilise tous les outils qui sont à notre disposition. On utilise toutes les stratégies possibles. Quand il y a eu Internet, on a utilisé Internet. Quand il y a eu un smartphone, on a utilisé le smartphone. Quand on avait des voitures, on utilisait les voitures, bien sûr, hein, pour aller dans les zones industrielles ou autres. Et bien maintenant, on a les réseaux sociaux qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Et bien c'est con de ne pas les utiliser. Voilà la première raison, bête et méchante, pour laquelle un bon commercial, il va toujours utiliser tout ce qu'il a à sa disposition. D'accord ? Après, il y a des gros avantages à être actif sur les réseaux sociaux, qui sont que tu peux vraiment jouir d'un don d'ubiquité. C'est-à-dire, pendant que je te parle, je peux être en train de vendre grâce au fait qu'il y a des gens qui regardent mon activité sur LinkedIn, mon profil, etc., et qui se disent, tiens, Loïc, c'est quelqu'un d'intéressant, je vais le recommander à un copain, hein, ou tiens, je vais l'appeler. Voilà. Donc, il y a plein de moyens d'être beaucoup plus présent que je ne l'étais il y a quelques années avec mon seul téléphone et ma voiture, quoi, hein. Donc, ça, c'est la raison principale. Alors moi, ce que je cherche, d'ailleurs, en matière de social selling, c'est très simple. Je cherche à me faire recommander le plus souvent possible, comme tout bon vendeur. Hein. Et du coup, comment tu fais ça? Ah ben ça, je vais l'expliquer justement. Alors, mais d'abord, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles moi, je fais du social selling au-delà du don d'ubiquité. Hein. Ouais. Il y a le fait de me faire recommander au maximum. Deuxièmement, le fait de rentrer dans des conversations business, dans des conversations dans le domaine où j'ai quelque chose in fine à vendre et où je vais apporter de la valeur aux gens dans ces conversations. Et troisièmement, ce que je cherche, c'est que mes prospects sachent tout de moi. Et je dis bien dans ce sens-là, que mes prospects sachent tout de moi avant le premier contact avec eux. Ou alors au pire, pendant le premier contact au téléphone ou en podcast ou n'importe comment avec eux. D'accord ? Oui. Et en regardant notamment ce que je fais sur des réseaux sociaux tels que LinkedIn, en regardant qui je suis sur ces réseaux sociaux, en voyant quelle est ma cohérence, quelle est ma crédibilité, si tu veux, de professionnel, et en regardant si je peux être un interlocuteur de confiance ou si au contraire je suis Leonardo DiCaprio dans le Loup de Wall Street qui baisse ses clients. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je cherche. Et comment je le fais ? Et c'est justement là que je parle un peu du social selling autrement, c'est que je ne me limite pas à faire ce que font 90% des commerciaux, notamment dans les grandes et moyennes entreprises. Hein. Et c'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs notre conversation social selling autrement. Ouais. Parce qu'il y a la manière standard de le faire, qui marche bien, hein, j'utilise aussi, et puis il y a des stratégies additionnelles ou des routines plutôt additionnelles qui font que ça marche encore mieux. Voilà. Hein. Donc, tu m'as dit se faire recommander, participer à des conversations business. Et ensuite, le troisième point, c'est que les clients sachent tout de moi. Ouais, c'est ça. Tu m'avais parlé de... Alors moi, bien sûr, je sais tout d'eux, hein, comme normalement, quand les réseaux sociaux et Internet te permettent de tout savoir sur tes prospects avant de discuter avec eux, quand tu es un bon commercial. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inverse aussi.
Oui. Voilà. C'est créer la confiance auprès de tes clients. Crédibilité, confiance et cohérence, c'est-à-dire Ouais. qu'ils voient que je suis assez focalisé dans le mot, que je sais de quoi je parle, que je suis assez focalisé et que je suis, encore une fois, un interlocuteur potentiellement de confiance. Parce que la confiance, pour moi, c'est le plus important dans la vente. Donc, très bien. Et donc, comment tu crées ces recommandations, ces conversations? Est-ce que tu as une méthode là-dessus? Ou des Oui, alors conseils déjà, à donner? oui, mais alors absolument, mais déjà, je voudrais débunker les manières traditionnelles de faire du social selling. Je voudrais te les lister, hein, il y en a Ouais. 3 Ouais. pour moi. La manière traditionnelle qu'utilisent 90% des commerciaux, des dirigeants ou des marketeurs, hein, d'accord? Ou des gens, ou même des recruteurs, parce que le social selling, c'est pour les recruteurs qui veulent recruter, la marque employeur, c'est aussi pour ceux qui veulent se faire recruter, hein, pareil, pour les chômeurs ou pour les étudiants qui cherchent un apprentissage, hein, d'accord? Et comment on fait en général? Il y a 3 manières que je vois sur le marché. Premièrement, on fait de la recherche. On fait de la recherche à partir des moteurs de recherche de LinkedIn, par exemple, ou de Twitter, et on va chercher ce que beaucoup de commerciaux appellent encore des cibles, d'accord? Moi, j'aime pas ces mots-là, hein, c'est un peu barbare, mais on va rechercher des gens. Et en utilisant les moteurs de recherche, soit du LinkedIn gratuit, soit de Sales Navigator, qui est une version payante de LinkedIn. Et derrière, une fois qu'on a cherché les différentes personnes auxquelles on veut s'adresser, on va soit continuer à faire comme d'habitude, c'est-à-dire simplement essayer de les appeler par téléphone, de leur envoyer un mail, de les inviter à un événement, et puis c'est tout. Hein, ou alors, on va leur envoyer en masse des emails dans LinkedIn ou des demandes de connexion. On va essayer de les spammer, entre guillemets, hein, d'accord, pour que peut-être 3%, 4%, 2%, 20% d'entre eux réagissent. D'accord. Ça, c'est une manière traditionnelle de faire. Hein. On recherche et ensuite on spam, entre guillemets. Hein. Ouais. Alors, je l'utilise aussi d'ailleurs cette manière, hein, pour que ce soit bien clair. J'utilise quelquefois des moyens d'automatisation de mes recherches et de mes prises de contact. Notamment quand je vais dans un nouvel endroit pour faire un social selling forum, je vais cibler tous les directeurs commerciaux et marketing de la région et je vais leur envoyer une demande de connexion de manière automatisée, qui plus est, tu vois. Donc je peux également travailler à la bourrin comme ça. Hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais c'est une manière très. Deuxième manière de travailler en social selling, c'est d'envoyer des messages privés le plus vite possible aux gens avec lesquels on est en contact. Prenons un exemple. Lorsque j'ai réagi par rapport à ton post ou à celui d'Evelyn Platnik-Cohen sur un de tes podcasts, j'aurais très bien pu tout de suite rentrer en messagerie privée avec toi. Hein. Ouais. Voilà, prenons cet exemple. Ou avec elle, ou avec quelqu'un d'autre. Eh bien non, moi je préfère en général travailler le plus longtemps possible en message public. Et tu vas voir pourquoi dans quelques minutes. Mais la plupart des commerciaux, ils veulent tout de suite emmener leurs prospects potentiels ou les gens pour lesquels il pourrait y avoir une quelconque opportunité en message privé, hein, pour pouvoir continuer une conversation plus aboutie en privé. Bon, ça c'est la deuxième manière de faire qui fonctionne bien évidemment. On commence à avoir un contact avec quelqu'un et derrière on utilise la messagerie de LinkedIn par exemple ou du téléphone bien sûr en message privé. Troisième façon de faire, qui est très répandue, peut-être la plus répandue, c'est la publication de posts de manière automatisée ou non, et notamment du repartage de posts, du repartage d'articles, du repartage de quelque chose qu'on a trouvé sur Internet ou qu'on a trouvé sur LinkedIn. Et en tant que commercial, on va se dire, il suffit que je partage quelque chose de valeur pour mes prospects et comme ça, ils vont prendre contact avec moi en voyant que je suis quelqu'un qui sait de quoi il parle parce que j'ai partagé un bel article sur la blockchain ou sur le cloud ou sur les machines-outils ou sur je ne sais pas quoi, d'accord? C'est ce qu'on appelle donc le partage de contenu. Partage de contenu, souvent d'ailleurs, et souvent dans les grandes et moyennes entreprises, ce partage de contenu il se fait de manière automatisée avec des outils qu'on appelle des outils d'employee advocacy, dans lesquels les commerciaux, par exemple, ou les collaborateurs de l'entreprise vont pousser du contenu, comme on dit en marketing, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Hein. Et après, ils pensent qu'en poussant le contenu, tout va arriver naturellement vers eux. Et ça marche plus, d'après moi. Ça marchait très bien il y a encore 5 ans, hein, ce qu'on appelait la curation de contenu. Et derrière, tu pousses des contenus en veux-tu, en voilà sur tes réseaux. Mais c'est très utilisé, cette manière de faire du social selling. Alors moi, de temps en temps, je partage des contenus qui viennent de l'extérieur, bien sûr. Hein, mais moi, ma manière de faire est plutôt différente. C'est qu'à partir du moment où, effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose qui a été écrit par quelqu'un ou publié une vidéo, que sais-je, je vais faire un commentaire. Et si possible, je vais faire un commentaire à valeur ajoutée. D'accord ? Plutôt que de partager.
Et ça va me donner beaucoup plus, in fine, que de simplement faire du partage automatisé de plein de contenus. Voilà. Alors, voilà les 3 manières standards, je répète, hein, la recherche de cibles et puis l'engagement de masse, on va dire. Hein. Deuxièmement, les messages privés. Troisièmement, la publication de contenu souvent automatisé. Hein. C'est vrai que j'avais vu une statistique sur LinkedIn notamment, les gens qui vont créer du contenu original, c'est 3-4% des utilisateurs. Et la majorité... qui disent 1%, d'autres 2%, 3%. Ceux qui commentent, en général, on dit 10%, peut-être que ça monte à 15-20% maintenant de plus en plus sur LinkedIn, hein, où les gens comprennent l'importance des commentaires à valeur ajoutée, ou même des simples commentaires. Hein. Mais oui, il y en a peu qui produisent eux-mêmes du contenu, alors même que tout commercial connaît les putains de bonnes questions que se pose son prospect ou son client, puisqu'il est en rapport en permanence avec des prospects et des clients, sauf si c'est un mauvais commercial, hein, d'accord ? Et pareil pour les dirigeants, pareil même pour quelques marketeurs. Hein. Donc, c'est un peu dommage de simplement, je dirais, partager le contenu écrit par quelqu'un d'autre, et en plus, sans y mettre une valeur ajoutée supplémentaire, d'accord ? Peut-être qu'il y a Voilà. Peut-être qu'il y a je ne sais pas, hein, de la part des commerciaux, une honte, entre guillemets, de publier du contenu, ou le syndrome de l'imposteur qui dit est-ce que je suis légitime pour publier du contenu, ou je sais pas d'où ça vient, mais... Ça vient entre autres de ce que tu viens de dire, hein, et notamment quand ce sont des femmes qui ont encore plus le syndrome de l'imposteur que les hommes. Hein. Après, effectivement, il peut y avoir une crainte. Je ne sais pas de quoi je vais parler. Alors, deuxième crainte, je ne sais pas comment m'exprimer. Je fais tellement de fautes de français ou alors je pense que ce que je raconte, c'est que de la daube, c'est totalement nul. Voilà. Et alors, il y a un autre phénomène dans les grandes et moyennes entreprises, c'est j'ai peur de m'exprimer parce que je vais me faire taper sur les doigts par ma direction, par mon marketing, par ma com, par des gens comme ça. Et ça existe encore, hein, ce genre de situation. Oui, il y a un carcan de hiérarchique et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Voilà, c'est aussi pour ça que dans les grandes entreprises, ça marche moins bien que tu verras que chez les coachs, les consultants, les indépendants ou les TPE, parce que justement, il y a cette peur aussi de se faire taper sur les doigts. Hein. D'accord, qui est encore très réelle, parce qu'il y a encore certaines entreprises, beaucoup, qui ont cette chape de plomb et qui n'ont aucune transparence, etc. Enfin bon, on pourrait parler pendant des heures. Qui veulent maîtriser la moindre communication pour pas que ça parte dans tous les sens. Et dans ce cas-là, ça ne marche pas. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est que les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font rien. Hein. Ou alors ils font ce qu'on appelait tout à l'heure la publication automatisée de choses complètement insipides. Hein. Oui, ça devient des hommes sandwich, des clones, des robots de leur entreprise. Et j'en connais plein chez IBM, hein, même dans mon ancienne entreprise, j'en connais plein partout qui font comme ça. Hein. Soit ils font rien, soit ils laissent les outils automatisés publier des trucs à leur compte, et puis comme ils n'interagissent pas ensuite sur les éventuels commentaires ou autres qu'il pourrait y avoir sur leur poste, en général il n'y en a pas, parce qu'en plus l'algorithme de LinkedIn n'aime pas du tout ce genre de publication, eh bien de toute façon il ne va rien se passer. Hein. Et là tu risques pas d'avoir des conversations business, tu risques pas de te faire reconnaître, connaître, recommander, etc. Hein. Voilà. Bon, cela dit, encore une fois, les 3 manières dont je viens de parler, elles sont utilisées énormément, et puis la première notamment peut avoir une certaine efficacité dans certains contextes. Moi-même, je l'utilise. Hein. Oui, j'ai fait d'ailleurs des épisodes sur ça, hein, sur comment démarcher sur LinkedIn avec comme tu l'as dit, des outils automatiques, etc. Je dirais que c'est complémentaire, et c'est là où c'est intéressant que tu nous expliques un peu le social selling, c'est que beaucoup de commerciaux font des choses sur LinkedIn, mais bien sûr ça peut être amélioré, complété, et pour mieux performer. Ouais. Alors moi, je dirais que j'ai défini un acronyme qui s'appelle SALSA. Hein. Oui, j'utilise d'ailleurs dans des petites keynotes que je fais aujourd'hui, si tu veux. Bon, je ne suis pas un keynote speaker professionnel comme certains de mes confrères, etc. Et je remercie d'ailleurs Anastasia Guignard qui m'a donné ce titre SALSA, parce que c'est bien, je trouve, et qui montre les 5 aspects qui pour moi sont clés au-delà de ces 3 méthodes traditionnelles. D'accord ? Oui. Déjà, il faut avoir des objectifs relativement clairs. Qu'est-ce que je cherche à faire, hein ? Je cherche à me vendre, à me faire recruter, je cherche à vendre des services et des produits, je cherche à vendre un projet, je cherche à vendre la sauvegarde de la planète, ou je cherche à promouvoir Greta Thunberg, j'en sais rien, mais je cherche quelque chose. Hein. Donc j'ai des objectifs.
D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport à ces objectifs, je dois avoir une stratégie, c'est-à-dire comment je vais, sur quel type de réseau, comment je vais, quel est le type de client préféré que je vais essayer d'adresser. Hein, les marketeurs appellent ça un persona, mais moi, je préfère parler de vraies personnes. Quels sont les types de personnes que je veux vraiment aider? Hein, et donc, une stratégie, c'est le couple pro du marché, comme on dit, hein, et quel est le marché auquel tu t'adresses, d'accord? À qui tu veux, in fine, vendre ton truc? Quel est l'impact que tu veux avoir et sur qui? D'accord? Si tu n'as pas ça, si ce n'est pas clair dans ton esprit, ça ne marche pas, déjà, hein, première chose. Donc, il faut que tu sois relativement focalisé, que tu aies un ikigai, comme diraient certains, hein, et tu saches où tu veux aller et auprès de qui. Si tu ne sais rien, si tu ne sais pas ce que tu veux, les méthodes dont je vais parler là n'auront aucun intérêt non plus. D'accord? Hein? Bon. Mais une fois que tu as ça, ensuite, ce que tu vas vouloir faire, c'est montrer ton amour des clients. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu vas vouloir montrer à tes clients préférés, donc ceux que tu as choisis dans ta stratégie, hein, pour répondre à tes objectifs, que tu les aimes. Et tu les aimes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu les respectes, évidemment, que tu es éthique vis-à-vis d'eux, intègre, etc. Et que tu veux surtout les aider à progresser dans leur parcours d'apprentissage. Le plus important, c'est ça. Je vous aide à progresser dans votre parcours d'apprentissage. En vous donnant quoi? En vous donnant de la connaissance. En vous donnant de la connaissance, en partageant mon expérience, en partageant l'expérience des autres, en commentant d'ailleurs sur des posts qui ont été écrits par d'autres sur le même sujet, hein, d'accord, et en continuant à partager. Et je vous donne de la connaissance sur pourquoi vous devez changer, pourquoi vous devez vous transformer, par exemple, comment vous devez choisir, comment vous devez le faire, comment vous pouvez choisir vos nouvelles solutions, entre guillemets. Quels sont les critères éventuels que vous pouvez utiliser pour choisir votre partenaire, votre fournisseur, vos clients, etc., etc. D'accord? Donc, c'est tout le parcours d'apprentissage d'un client potentiel qui, évidemment, souvent va se doubler d'un parcours d'achat. Hein? Et donc, tu vas aider tes prospects et tes clients à parcourir gentiment un parcours d'apprentissage / d'achat. Hein? En faisant des posts, en faisant des commentaires, en faisant des vidéos, en faisant des podcasts, en faisant tout ce que tu veux, en faisant des social selling forums, hein, d'accord, de l'événementiel, de l'email, tous les outils, ce qu'on appelle du combo selling. Tu ne vas pas utiliser uniquement le like ou le post ou voilà, tu vas faire un peu de tout, hein, et tu vas montrer cet amour à tes clients. Tu vas également leur montrer que tu aimes ce que tu fais. Allô? Oui, tu m'entends? Du coup, une question. L'acronyme SALSA, c'est pour quel mot? Alors en fait, c'est pour sérendipité, amour, lien, stratégie, ambition. Hein, d'accord? Mais je te parlais de l'objectif, c'est l'ambition. Et ensuite, la stratégie, qui sont ce qui soutient cet acronyme, si tu veux. Mais le plus important, ça va être l'amour, la sérendipité et les liens faibles. Donc j'étais en train de développer le côté amour, tu vois, qui est le plus important. C'est que si tu n'aimes pas les clients, si tu ne veux pas les aider à progresser, si tu n'aimes pas non plus ta boîte et le job que tu fais et les produits que tu vends, il y a aussi un autre problème. Hein. Donc, ne vends pas du Monsanto ou du Coca-Cola si tu supportes pas le sucre ou la destruction de la planète, tu vois, hein, d'accord? Ouais, c'est vrai. Mais que là, il faut déjà que il peut y avoir une dissonance cognitive. Voilà, il faut que tu aies un sens, que ton travail ait un sens, que des produits que tu vendes aient un sens, etc., que tu aimes ton job, parce que si tu l'aimes pas, tu pourras pas aimer tes clients de toute façon, d'accord? Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est l'amour. Deuxième, et ça, je dirais, c'est la base quand même. Et pour moi, le bon social seller, s'il y avait qu'une seule phrase dont on doit se souvenir, c'est il aide les autres à progresser dans leur job, d'accord? Il aide les autres à progresser dans leur parcours d'apprentissage. Voilà, c'est ça qu'il fait. Et s'il n'y avait qu'une activité pour moi au quotidien à laquelle je pense, c'est est-ce que j'aide quelqu'un à progresser grâce à mon post? Est-ce que j'aide quelqu'un à progresser grâce à mon commentaire? Ou est-ce que c'est uniquement auto-centré, auto-promotionnel, moi je, regardez le selfie génial, ou regardez je suis le leader de ceci, regardez on n'en a rien à foutre de tout ça, d'accord? Donc est-ce que j'aide les autres à progresser? Ouais. Et après, comment je vais faire ça? En postant, en commentant. Et alors, je vais avoir une espèce de règle, hein, moi, tout à fait non, pas une règle absolue, mais qui est de dire que 50% de ce que je poste, de ce que je commente, et éventuellement de ce que je like un petit peu, hein, mais le plus important, c'est les commentaires et les posts, 50%, ça doit aider mes clients à progresser dans le domaine où j'ai quelque chose à leur vendre. Hein. Je ne vends pas de ping-pong, donc je ne les aide pas à progresser en ping-pong. Okay? Ouais, bien sûr. Donc,
50% pour moi, c'est autour de la transformation de la vente. Okay, mais ça pourrait être autour des machines-outils, autour du blockchain, autour de ce qu'on veut. Est-ce que tu autour as... de la manière de faire des podcasts ou que sais-je. Est-ce que tu as des conseils sur la fréquence de publication? Ça, c'est toujours une question qui revient souvent. Ah oui, alors pour moi, c'est routinier, régulier, le plus souvent possible, au sens où... Alors par contre, les algorithmes de LinkedIn, ils t'empêchent un peu de faire plus d'un post par jour qui ait un vrai impact en général. C'est ce que ma petite expérience me montre. Ah oui. C'est que si je fais un post aujourd'hui à bonne valeur ajoutée et puis que 3 heures après, je fais un deuxième post à bonne valeur ajoutée, les deux vont souffrir et surtout le deuxième d'ailleurs. Donc c'est plutôt plusieurs heures entre deux posts si tu veux vraiment faire des posts à valeur ajoutée dans lesquels tu apportes de l'aide à tes clients. D'accord ? Donc moi, c'est en général un par jour. Mais le minimum pour moi, ce serait un par semaine, 2 ou 3 par semaine pour un débutant, pour quelqu'un qui fait. D'accord ? Mais c'est certainement pas un tous les 3 mois et c'est certainement pas 10 par jour avec uniquement de repartage de choses dont on n'a rien à foutre. D'accord ? Et donc 50%. Mais je vais faire beaucoup plus de commentaires dans la journée, par contre. Je vais faire des commentaires, et puis un post. D'accord ? Et puis après, évidemment, une fois que j'ai fait un post, là, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est quel est le meilleur moment pour le faire ? Et bien moi, c'est simple. Le meilleur moment, c'est quand j'ai au moins 2 heures après pour pouvoir faire le service après-vente. Si par exemple, je fais un post à 10 heures du matin, il faut que je sois sûr qu'entre 10 heures et midi ou 13 heures, s'il y a des gens qui interagissent avec mon post, c'est-à-dire qui font des commentaires, en général, c'est ça qui est intéressant, c'est des commentaires, je vais pouvoir interagir avec eux. Ça, c'est pour moi, aujourd'hui, par rapport à mes objectifs, par rapport à ma pratique, et je ne suis pas Gary Vaynerchuk, je ne suis pas un gourou absolu qui a 3 millions de fans, donc j'ai besoin d'interagir avec les gens qui interagissent sur mes posts. Donc c'est le meilleur moment, c'est quand j'ai 2 heures après pour pouvoir interagir. Parce que tout se passe dans les 2 heures qui suivent la publication d'un post, si on parle de trucs et astuces. Si tu veux que ton post ait un certain impact, eh bien dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui interagissent avec toi et que toi-même, tu continues à converser avec eux pour que ton post ait une chance d'avoir un impact plus important auprès d'une certaine communauté LinkedIn. D'accord ? Et oui, parce que l'algorithme de LinkedIn regarde les interactions de ton post et plus il y a de commentaires, plus tu réponds, plus il va le rendre visible. Ouais, puis attention aussi, si je veux impacter plus de monde, j'ai intérêt à ce qu'il y ait des commentaires à valeur ajoutée qui suivent mon post. J'ai intérêt moi-même à continuer à faire des commentaires à valeur ajoutée. Et quand je dis à valeur ajoutée, c'est des commentaires dans lesquels on aide les autres à progresser aussi. Le commentaire lui-même rentre dans un débat, rentre dans une conversation et fait progresser la compréhension des gens qui lisent le post. D'accord ? Et ça, c'est les meilleurs posts, ceux où tu as par exemple un super post et puis 20, 30, 50, 100 commentaires avec des interactions. Les likes, on s'en fout en fait en général. D'accord ? Et personne ne regarde les likes. Donc, bon, c'est bien, mais tu en penses quoi des petits... J'ai vu que dernièrement, là, il y avait des robots qui permettaient de mettre des likes, effectivement, sur des posts LinkedIn de manière artificielle. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Ouais. Alors, je le comprends, mais je ne le supporte pas. Ce matin même, j'ai interagi avec le post de quelqu'un qui parlait de ça. Ouais. Grâce à Jimmy Morel, j'ai vu un post de quelqu'un que je ne connaissais pas d'ailleurs, avec lequel je me suis connecté entre-temps, et qui proposait donc un modèle de pod, ce qu'on appelle des pods, qui sont des moyens de booster artificiellement ou pas d'ailleurs les publications. Je fais moi-même partie d'un pod qui a été lancé par Jean-Pascal Mollet à un moment donné pour voir comment ça fonctionne et pour voir s'il y a toutes les dérives que j'ai déjà vues dans les pods qui se passent ou non dans ce pod-là. Et pour l'instant, ça va, celui-ci. Il n'est pas justement automatisé du tout, d'accord ? Ouais. Mais il y a des pods, effectivement, donc, qui sont ces groupes de personnes qui se mettent ensemble pour s'entraîner, pour booster les posts les uns des autres. Il y a effectivement là des pods qui proposent de le faire de manière automatisée, avec du like automatisé ou avec des commentaires automatisés. Alors ça, c'est l'horreur intégrale, d'après moi. C'est le meilleur moyen pour détruire ta crédibilité, pour détruire ton goodwill auprès des gens qui te suivent ou qui... Parce que premièrement, ça va très vite se voir, si tu veux, même par les utilisateurs, pas simplement par LinkedIn ou autre. Et puis derrière, les gens vont se rendre compte qu'effectivement, il n'y a aucune valeur derrière la plupart de ces likes ou de ces posts ou de ces commentaires. Donc, tout ce qui est automatisé sur LinkedIn, en tout cas, pour faire de la vente complexe B2B ou pour maintenir sa crédibilité, développer son business, je ne le recommande pas. Sauf, il y a un cas dans lequel je comprends très bien qu'on utilise ce genre d'artifice,
Hein. Je ne suis pas ayatollah en disant qu'il ne faut absolument pas le faire. C'est comme on parlait tout à l'heure de l'automatisation de la prospection. Hein. J'utilise Linkhelper moi-même, qui est interdit par LinkedIn, d'accord, hein, Ouais. qui est un outil d'automatisation qui est au-dessus de ces navigateurs de temps en temps, mais je sais l'utiliser, je sais conduire la Ferrari, d'accord. Et de l'autre côté, ces likes ou ces commentaires automatisés, quand on est une start-up qui marche ou crève, c'est-à-dire que si on n'a pas quelques clients supplémentaires dans 3 mois, on n'existe plus, d'accord. On s'en fout de faire comme Attila le Han et de brûler toute l'herbe qu'il y a derrière nous. On a besoin de ces 3% de taux de réponse, de conversion qui arrivent grâce à ce genre de méthode. D'accord, hein. Oui, Donc, on va utiliser des méthodes de growth hacking à la bourrin. Et ces méthodes de growth hacking à la bourrin, le pod dont tu parles, automatisé, il en fait partie. Il fait partie de ces méthodes à la bourrin. D'accord, qu'on peut comprendre de la part de gens qui sont désespérés ou qui disent si je ne fais pas ça, je suis mort. Hein, je suis un freelance, je suis un consultant, je suis un indépendant, j'ai aucun client, j'ai rien du tout. De toute façon, ça ne sert à rien de développer ce que me dit Loïc Simon, là, l'amour, la sérendipité, les liens faibles, etc. De toute façon, sinon, dans 2 mois, je suis mort. Hein. Ouais. Dans ce cas-là, je comprends. Hein. Mais quand on est une entreprise établie ou qu'on a une vision à moyen terme, eh ben non. Dans ce cas-là, on ne fait pas ces conneries. Ouais. Moi, j'ai faire avec beaucoup d'attention. J'ai testé la semaine dernière ces pods et c'est vrai qu'il y a un aspect en fait qui est dommageable, c'est finalement tu vois plus qui like vraiment tes posts et du coup c'est très artificiel et tu peux pas faire une analyse de tiens, il y a ces gens-là qui sont pas dans mon réseau qui ont liké mon post, pourquoi est-ce que je arrive à toucher d'autres personas. Donc ça, c'est finalement, oui, effectivement, je suis vite revenu à ne pas l'utiliser. Ouais. Alors après, toi, c'est pour une autre raison que tu ne l'utilises pas que moi, parce que moi, je m'en fous des analyses, hein, effectivement, ouais. Donc c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que je veux vraiment apporter de la valeur ouais. Aux audiences qui lisent le post en question ou qui lisent mes commentaires. Donc si derrière, il n'y a que des commentaires de merde, d'accord ? Ouais. Parce que c'est souvent ça aussi dans les pods, c'est que les gens ils se sentent obligés d'aller commenter ton post parce qu'ils appartiennent au même groupe que toi, hein, et il y en a qui se sentent obligés d'aller commenter et ils font de la merde en termes de commentaires, d'accord ? Ouais. Ouais. Et ça, c'est pas bon du tout pour les débats ou pour Alors bien sûr, il faut faire le pour et le contre, hein, grâce à un pod, tu vas avoir 10 ou 15 interactions de plus qui vont se faire dans l'heure, par exemple, qui suit la publication, ce qui va plaire à l'algorithme de LinkedIn, et donc il va pousser plus ton post. Donc il faut faire de la balance entre tout ça, il faut être comment dirais-je, pragmatique, d'accord ? Moi, je suis pragmatique et j'utilise en ce moment, depuis quelques semaines, là maintenant, je suis dans 2 pods d'ailleurs, hein, le pod de Jean-Pascal qui est assez... Et d'ailleurs, celui qui retire le plus d'un pod, c'est celui qui le crée en général, d'accord ? Il faut réfléchir à ça. Hein. Celui qui le crée, en général, il récupère un maximum de bénéfices, lui. Hein. Après, les autres, il faut voir. Mais bon. Ouais. Bon lui, il en récupère d'ailleurs plein, hein, Jean-Pascal, hein, d'accord ? Oui, il est bon là-dessus. Voilà. Jean-Pascal. Mais après, il y en a un deuxième qui a été publié. Il y en a un deuxième qui a été promu en public et où tout le monde pouvait se mettre, etc. Où il y a des centaines de personnes qui se sont mis dessus, tu vois. Je me suis mis là-dessus. Alors pour l'instant. C'est tout et n'importe quoi, il n'y a rien, quoi. Ouais. Donc là, je suis beaucoup plus dubitatif. Pareil pour le pod automatisé, là, c'est le pire, dans lequel tu donnes ton email, etc. Tu fais en sorte que les gens, ils récupèrent toutes tes données, puis après, ils vont automatiser. C'est un peu comme la publication automatisée dont je parlais tout à l'heure à propos des clones dans les grandes entreprises qui publient au travers de plateformes d'employee advocacy. Moi, j'aime pas du tout ça. Bon, après, encore une fois, je comprends que certains qui sont vraiment désespérés soient obligés de l'utiliser. Ou certains qui sont des petits malins, ils se disent c'est le moyen d'être le futur Leonardo DiCaprio dans le Loup de Wall Street, je sais pas quoi, enfin, normal. Alors, maintenant, une fois que j'ai parlé d'amour, moi, après, il y a 2 autres trucs dont je voulais te parler. C'est l'importance de la sérendipité et des liens faibles. Oui, je voulais que tu nous expliques un peu ce que c'était tout ça. Alors, encore une fois, c'est complète, hein, le reste. La sérendipité, c'est simple, c'est les heureux hasards qui n'arrivent pas par hasard, d'accord ? Que tu es prêt à accueillir ou que tu es prêt à saisir. Des heureux hasards, des opportunités qui arrivent sur le bord de ton chemin. Alors, par exemple, je veux vendre quelque chose à une certaine entreprise et donc j'interagis sur les réseaux sociaux autour des posts ou autour de ces entreprises-là, de cette entreprise-là et des collaborateurs de cette entreprise. C'est une des stratégies qu'on apprend en social selling, c'est effectivement aimer ce que certains appellent encore tes cibles, d'accord ? Et puis interagir avec eux et puis faire des choses, d'accord ? Hein ? Mais
par exemple, je veux vendre, je ne sais pas pourquoi, au groupe Accor, ou je veux vendre à Decathlon, ou je veux vendre à quelqu'un, et donc je vais faire de l'account-based marketing et selling, essayer de les draguer d'une manière ou d'une autre, et je vais utiliser à ce moment-là les réseaux sociaux, d'accord, aussi. Et comme je ne vais pas tout de suite passer en message privé, je vais le faire de manière publique, et je vais apporter de la valeur, par exemple, sur des posts de manière publique. Et à ce moment-là, il peut se passer que quelqu'un d'autre interagisse avec moi ou montre le bout de son nez qui n'a rien à voir avec le groupe Accor ou rien à voir avec Decathlon ou rien à voir avec le prospect que j'avais envie de viser initialement, mais qui va générer une opportunité qui peut être une opportunité directe de business. Par exemple, je sais pas moi, c'est GoSport à la place de Decathlon, ou c'est Airbnb, le responsable d'Airbnb plutôt que le gars de l'Accor Hotel, que sais-je, hein, d'accord. Mais ça peut aussi être un autre type d'opportunité, comme par exemple une rencontre avec quelqu'un comme toi, et puis tout d'un coup, on va faire un podcast ensemble, un partenariat possible, ou quelqu'un qui pourra à un moment donné venir faire une conférence géniale au Social Selling Forum, ou que sais-je, d'accord. Oui, Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir saisir ce genre de hasard qui arrive, et il faut les provoquer. Et pour les provoquer, c'est là que tu vas jouer de toutes ces interactions avec les commentaires, avec les posts, etc., pour provoquer ce genre de hasard qui n'arriveront donc pas par hasard. D'accord ? Oui, donc là, ça fait écho à l'épisode sur la chance, justement, de Evelyne que tu as commenté. Absolument, j'ai beaucoup... Voilà. Exactement. Moi, j'appelle ça la sérendipité parce que je sophistique exprès le terme, et puis je fais en sorte que quand je me connecte avec quelqu'un, s'il me demande pourquoi tu t'es connecté avec moi, je lui dis je t'ai trouvé par sérendipité. Et comme ça fait rigoler, et puis la personne, elle trouve ça génial. Hein, bon, mais c'est un mot qui existe, hein, oui, serendipity en anglais. Voilà. Après, il fait un peu comment dirais-je, savant, mais c'est comme ça. Je suis allé voir sur Wikipédia, justement, voilà. avant notre entretien. Alors, c'est souvent utilisé dans le domaine scientifique où on a essayé d'inventer quelque chose et on a trouvé quelque chose à la place. On a essayé d'inventer une colle forte et on a trouvé les post-it notes. Voilà, c'est les cas traditionnels de sérendipité qui sont. Et moi, je l'utilise dans le domaine commercial, d'accord ? Dans le domaine du business. Parce que ça me donne des opportunités, ça me donne des capacités à me connecter avec des personnes que je ne connaissais pas, et que d'ailleurs je n'ai même pas besoin de connaître au début, on va voir les liens faibles, et qui vont derrière être celles qui vont me recommander souvent. Ça me permet aussi de trouver de l'innovation. Tu vois, dans mon domaine, le fait de trouver par hasard Jade Vincent, qui est une spécialiste de TikTok, d'accord, qui est une influenceuse TikTok de 17 ans, ça me permet d'avoir un certain nombre de perspectives par rapport au marketing d'influence, par exemple, ou par rapport à d'autres sujets comme ça, ou de voir les e-gamers, les e-sports, etc. Ça me donne d'autres visions que simplement la vision bête et méchante du social selling dans un environnement d'informatique, business to business, avec les costards cravates, etc., etc. Tu vois, hein? Oui, puis c'est souvent en étant curieux, en étant ouvert, voilà. etc., que l'on va créer la rencontre, puis l'innovation, puis plein de choses derrière. Ouais. Voilà. Effectivement. Voilà. Et le dernier point qui est peut-être le plus important, celui que j'adore, c'est ce qu'on appelle les liens faibles. Ouais. Les liens faibles, c'est, comme son nom l'indique, c'est l'opposé des liens forts. Un lien fort, c'est quelqu'un avec lequel tu as pris langue, que tu connais, tu as déjeuné avec lui, tu as pris un café ensemble, vous avez eu des réunions physiques, on a passé des heures au téléphone ensemble, etc. On a même fait du business ensemble, c'est un client, c'est un ami, c'est de la famille, c'est un fournisseur, c'est un collègue, etc. Ça, c'est des liens forts, d'accord ? Ouais. Et souvent, on dit, les liens forts, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour se faire recommander. Voilà ce qu'on dit en général, hein. Parce que quand tu vas te faire recommander, il vaut mieux se faire recommander par quelqu'un qui est un de tes clients, par exemple. D'accord ? Tout à fait. Eh bien, moi, je dis exactement le contraire. Donc, toi, tu as une théorie sur les liens faibles. Vas-y, explique-nous. Moi, j'ai une théorie sur les liens faibles qui est là-dessus. Alors, les liens faibles, à l'opposé, c'est quoi ? C'est les gens avec lesquels tu t'es connecté un peu par hasard, par sérendipité sur LinkedIn, des gens que tu as acceptés dans ton réseau mais que tu ne connais pas. Ouais. Hein, typiquement, moi j'ai 22 000 à peu près connexions, c'est pas un gros réseau que j'ai, hein, j'ai 20 000, 22 000 connexions, j'ai 24 000 followers en tout, hein, parce qu'on voit la différence, c'est que les connexions c'est bidirectionnel, les followers ils ont décidé de me suivre, voilà, mais des gens comme Gary Vaynerchuk, ils en ont plusieurs millions, hein, donc c'est rien du tout, hein, mon réseau, d'accord, rien du tout, même par rapport à Jean-Pascal, il doit avoir 40 000 followers, etc. Hein. Bon, mais donc c'est ces gens-là, en fait, ce sont des gens ou alors ce sont les participants au Social Selling Forum que je ne vois pas tous, si tu veux, mais qu'à un moment donné, ils sont susceptibles de me voir quand même, hein, sur la scène ou autre chose, d'accord ? Mais on n'a aucun lien fort ensemble, rien. Eh bien, c'est eux qui sont les meilleures recommandations pour moi. Pourquoi ?
Parce qu'il y a 3 raisons pour lesquelles je n'aime pas me faire recommander par des liens forts. Ou plutôt, 3 raisons pour lesquelles les liens forts, c'est plus compliqué en matière de recommandation. À ton avis, c'est quoi? Les raisons pour lesquelles c'est plus compliqué de se faire recommander ou de recommander d'ailleurs de l'autre côté des liens forts. Et alors, les raisons... Donne-moi 3 raisons, ou une raison, pour lesquelles ça pourrait être plus compliqué de se faire recommander par un lien fort ou de recommander un lien fort. Oui, bah alors moi je peux prendre un exemple. Effectivement, si tu te fais recommander par un ami ou un proche, etc., et que l'ami, c'est un peu le téléphone arabe, hein, a mal expliqué ce que tu fais et au final tu es en porte-à-faux, ça peut vite être finalement une situation compliquée à s'extirper. Par exemple, il y a une entreprise que tu connais bien, ils veulent recruter, tu leur passes le CV de ton frère. Ça peut vite créer des situations de conflit d'intérêts, par exemple. Oui, alors, c'est très bien ce que tu dis là, et il y a plein d'autres raisons. Alors, c'est une excellente raison que tu viens de donner là. Je t'en donne 3 autres, hein, mais il y en a encore d'autres. Hein. Il y en a plein en fait. Mais j'ai eu l'habitude de travailler avec un de mes confrères qui s'appelle Philippe de Liège, qui est un Belge, hein, avec lequel on faisait du travail ensemble dans les années 2015-2016, comme ça, et on se recommandait respectivement chez nos clients, d'accord? Que ce soit en sous-traitance, en co-traitance ou même pas. Eh bien, dans 90% des cas, Philippe et moi, nous nous sommes survendus. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a mis tellement d'emphase dans notre vente de l'autre que les clients s'attendaient à des miracles. Ouais. Et la survente, c'est très mauvais, parce que derrière, le client est déçu. Et parce qu'après, pour délivrer, alors qu'on t'a survendu... Après, il faut délivrer à hauteur de ce que l'autre a vendu. Hein, ouais. D'accord? Voilà une première raison, mais qui est très réelle, celle-là. Hein, et je te jure, hein, elle est très réelle. Et de l'autre côté, à l'opposé, quand tu as un lien faible, par exemple, qui donne simplement, qui te cite, qui te mentionne, qui te tag sur LinkedIn, en disant aux autres, tiens, allez regarder un peu ce que fait Loïc Simon ou Philippe de Liège. J'ai l'impression hein, qu'ils savent à peu près de quoi ils parlent en matière de social selling ou en matière de machine-outil ou de centrale nucléaire ou que sais-je. Hein. Va voir. Je n'ai rien survendu, hein. J'ai simplement tagué la personne, d'accord? Ouais. Alors, je peux un peu mettre d'emphase, mais c'est par écrit, je vais écrire 2-3 trucs, mais je ne pourrais pas écrire grand-chose parce que je suis un lien faible, hein. Je ne connais pas vraiment le gars, hein. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire le prospect? Il va aller voir justement mon activité, il va aller voir mon profil, et comme mon profil ne sent pas mauvais, comme mon activité sur LinkedIn justement apporte de la valeur et montre tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, le prospect, il va avoir envie que je lui parle et je vais avoir envie de lui parler. Et il va me téléphoner ou il va attendre mon appel avec plus d'ouverture. Et derrière, effectivement, je vais pouvoir correctement, entre guillemets, me vendre, me faire acheter par lui beaucoup plus facilement que par ce lien faible, que par ce lien fort. Deuxième raison, je t'en donne une deuxième. Imagine que tu as un copain qui est génial. Moi, j'en ai un comme ça, il est génialissime. Hein. C'est vraiment le cadeau absolu pour faire un peu tout et n'importe quoi dans le domaine de la vente, du marketing. Il est génial, d'accord? Mais il est bipolaire. Est-ce que tu crois que je vais le recommander assez facilement à mes clients ou à mes amis ou autres? Ça peut être compliqué. Comme je sais et lui, il sait que moi, je suis un pervers narcissique, par exemple, tu vois. Et il dit, ah ben je sais, toi, Loïc, tu es un pervers narcissique. D'accord? Hein? Tu crois qu'il va te recommander, qu'il va me recommander, et tu crois que moi, je vais le recommander? Eh ben non. Et quand je vais le recommander, je vais te dire, vraiment, j'aurais pris tellement de précautions qu'il y a peu de chances que le prospect, il travaille vraiment avec lui. Hein. Autre problème que j'ai à recommander un lien fort, c'est que dès que tu commences à recommander un lien fort, et on voit que c'est un lien fort, que tu le connais bien, c'est un de tes clients, c'est un de tes fournisseurs, c'est un ami, c'est de la famille, etc. C'est un gars avec lequel tu travailles souvent. Eh bien, tu vas mettre du skin in the game, tu vas mettre de toi à l'intérieur de cette recommandation. Donc, ouais. Tu vas t'engager toi-même. Et si ça se passe pas très bien, tu vas être un peu emmerdé, quoi. Ouais, tu vas mettre ta réputation un peu en danger. Donc, tu as mis ta réputation en jeu, donc tu vas même avoir un peu plus de mal. Eh bien, moi, voilà, c'est pour ça que j'adore les liens faibles et j'adore notamment la manifestation de la recommandation d'un lien faible, c'est ce qu'on appelle le tag. Oui. C'est la mention. J'adore me faire taguer à bon escient. Alors, je dis bien à bon escient. Me faire taguer à bon escient, ça veut dire que quelqu'un a écrit un post ou a écrit un commentaire et dans ce commentaire, il dit 2 choses. Vous devriez aller voir ce que fait Loïc Simon dans ce domaine-là. Voilà la première chose qu'il peut dire. Hein. J'ai l'impression que Loïc il pourrait répondre à ça ou ça pourrait être un truc qui vous intéresserait.
Ou deuxième chose, Loïc, virgule, qu'est-ce que tu en penses, toi, mon ami? Toi, tu m'as l'air d'être un spécialiste de tout ce que j'ai lu, vu. Tu m'as l'air de t'y connaître en social selling, tu vois. Tu as encore Jimmy hier qui disait ça à propos de ce post sur les pods. Il dit, qu'est-ce que tu en penses, Loïc? D'accord? Si c'est à bon escient, c'est-à-dire si c'est dans un domaine où moi j'ai quelque chose à raconter, c'est génial. Parce que c'est ça qui me permet derrière de rentrer dans ce que j'ai appelé les conversations business. Parce qu'allant sur un post ou allant sur un débat dans lequel on est en train de discuter de choses pour lesquelles j'ai un avis, j'ai une valeur, j'ai de la connaissance, eh ben, évidemment que c'est là que je vais trouver mes prospects et mes clients. Évidemment que c'est là que je vais faire un super commentaire à valeur ajoutée qui va me ramener des opportunités, par sérendipité ou pas d'ailleurs là. Hein, voilà. Et donc j'adore le tagging. Et je préfère ça de loin d'ailleurs aux pods. C'est pour ça que j'aime pas trop les pods aussi. C'est que dans les pods, les gars qui font un post, ensuite ils postent ce post sur le pod, hein, souvent sur WhatsApp d'ailleurs. Les pods ils sont souvent sur WhatsApp hein, parce que ça, il y a des notifications intrusives hein, sur WhatsApp. Eh bien, quand ils postent là, quand ils postent sur le pod, hein, sur le groupe, un post qu'ils ont fait sur LinkedIn, dans le post lui-même, ils ne t'ont pas mentionné, ils ne t'ont pas tagué, ils n'ont pas dit Loïc, etc. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord? Donc ils n'ont pas eux-mêmes crédibilisé vis-à-vis de leur audience. Ouais. Alors que quand quelqu'un te tague, quand quelqu'un te mentionne, quand quelqu'un te cite, il te crédibilise en même temps. C'est génial. Tout à fait, ouais. C'est génial. Alors évidemment, tu as des gens qui vont te taguer à mauvais escient, tu as des gens qui vont te taguer uniquement pour que tu likes leur post. Hein, et ça, il faut résister à ce genre de choses. Parce que évidemment, si tu commences à taguer tout le monde et n'importe qui, comme certains le font, tout simplement pour que ton post soit visible, autant que tu utilises les pods dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Ouais. Ben écoute, Voilà. ouais, non, c'est vraiment intéressant. Je ne connaissais pas les liens faibles. Enfin, je connaissais de nom, mais sur Il y a une les théorie, réseaux sociaux, sur le social selling, c'est très intéressant. Donc, tu nous as parlé des liens faibles, de la sérendipité, de l'amour des clients. Et tout ça, tu le résumes dans le mot salsa. Tu m'avais envoyé un keynote, effectivement, et j'ai ouvert la première page, j'ai vu salsa, je me suis dit, ah zut, il s'est trompé. En fait, non, c'était pas tes cours de danse. Je vais résumer. Donc, c'est sérendipité, Ouais. S, amour, A, L, lien faible. Ouais. Et ensuite, il faut avoir une stratégie, S, et puis il faut avoir une certaine ambition, certains objectifs. Oui. Si tu n'as pas sous-tendant cet amour, cette sérendipité et ces liens faibles, il faut que tu saches où tu veux avoir des liens faibles, où tu veux avoir de la sérendipité, où tu veux montrer ton amour, sinon ça ne sert à rien. D'accord? Ouais. Tu ne peux pas le faire partout. Il faut que tu aies aussi que les gens aient une idée assez claire de qui tu es. Si tu es trop slasher, si tu es trop vague dans ton profil, dans tes activités, dans tout ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Ouais. C'est pour ça que je répète ce que j'avais commencé à dire. 50% de mes posts, de mes commentaires, ils adressent les problématiques, les besoins de progresser de mes prospects potentiels, de mes clients. Ouais. D'accord ? Ensuite, 20%, je m'adresse à mes pairs, j'essaie de leur montrer qu'on peut devenir nous-mêmes de meilleurs marketeurs, de meilleurs vendeurs, de meilleurs quelque chose, de meilleurs social sellers. Et donc, 20% de mes posts, de mes commentaires, ils vont plutôt s'adresser à mes collègues et à moi-même, d'accord ? Si je suis commercial, eh ben, je vais expliquer que je m'intéresse au social selling. Si je suis marketeur ou je suis créateur de contenu, je vais expliquer pourquoi je m'intéresse au podcast, ou que sais-je, d'accord ? Hein ? Ouais. Et ensuite, 20%, je fais la promotion éhontée de mon entreprise, de mes produits, de mes services, de mes événements, etc. Quand je suis un commercial traditionnel, hein, 20% et non pas 80 ou 0. Hein. Ouais. Et si je cherche du boulot, ben, dans 20% de mes postes, je dis que je cherche du boulot, quoi. Je ne fais pas semblant. Enfin, il faut que je le dise à un moment donné, d'accord ? Mais 20%, pas 80%, comme le font certains commerciaux. Ouais. Et quand je suis dirigeant, par contre, je peux en faire beaucoup plus. Je peux être beaucoup plus dans la promotion de mon offre et de mon entreprise, puisque c'est moi qui l'ai créé, puisque je l'adore. Moi, le Social Selling Forum, il passe pas. Il y a très peu de posts ou de commentaires dans lesquels je cite pas Social Selling Forum quand même, tu vois, d'accord ? Ouais, c'est mon produit. Hein, mais là, je suis légitime pour le faire parce que c'est vraiment ma passion. Je suis vraiment dedans et ça apporte de la valeur. En plus, ça aide les gens à progresser. Ce n'est pas une offre commerciale bête et méchante. Hein. Bon, et puis ensuite, les 10% qui restent, c'est les plus importants et ceux sur lesquels il y a beaucoup de conversations. C'est ce qu'on appelle faire du Facebook ou du TikTok sur LinkedIn.
D'accord? C'est-à-dire te montrer tel que tu es dans toute ta vulnérabilité, dans toutes tes passions pour autre chose, justement, que les machines-outils, les centrales nucléaires ou le social selling. Hein. Ouais, C'est donc là là, que tu parles de tes passions, tu parles de ce qui t'a fait vibrer à Noël. Il y en a même qui parlent de la mort de leur mère ou de leur père, etc. Hein. Ah oui, donc D'accord? toi, tu es quand même partisan de mettre un peu de messages comme ça Ah, sur, tout sur à fait. LinkedIn. D'accord. Ce qui marche super bien sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Ouais, D'accord? Quand je dis ça marche super bien, ça crée la confiance, la vulnérabilité. ouais. Si tu te montres comme étant un robot de la vente, costard cravate, ta photo c'est costard cravate, harcourt. Ensuite derrière ton titre c'est un titre chiant. Ensuite tout ce que tu publies c'est que des trucs sur le blockchain ou sur le cloud ou je ne sais pas quoi. Ensuite on a l'impression que t'es juste Oui, quelqu'un d'autre que dans la vraie vie, quoi. Hein, d'accord? ouais. Ça marche pas, ça. Il faut que tu sois cohérent. Il n'y a pas de séparation entre la vie réelle et la vie sur LinkedIn. C'est réel sur LinkedIn, d'accord? Ouais. Donc, moi, je suis tel que je suis aussi sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire faire le, comment dirais-je, du misérabilisme. Ça ne veut pas dire te mettre à nu complètement. Hein. Bon, encore que un jour, je me suis mis en torse nu sur une vidéo. Alors là, ça a créé tout un truc. Bon, bref. Euh, mais ça veut dire avoir une certaine pudeur malgré tout. Hein. Tu n'es pas non plus obligé d'être non plus droupi, celui qui pleure tout le temps, au contraire, celui qui. Mais tu vois certains managers aujourd'hui qui s'expriment sur les réseaux sociaux en montrant de la vulnérabilité, eh bien, ils sont beaucoup plus crédibles, on a beaucoup plus confiance en eux et ils trouvent plus facilement du boulot que ceux qui veulent montrer un côté lisse, froid et professionnel uniquement. Oui, c'est D'accord? un peu Donc c'est pour ça que je dis 10%. Mais 10%, ça ne veut pas dire 80% de partage de petits chats ou de petits chiens qui font des trucs rigolos. Hein. Oui, Ça veut oui, dire 10%. ça va Hein, être un post, ou 20. un post sur les 10 que tu vas faire dans les 2 Voilà, semaines qui arrivent. Ouais, voilà, un commentaire, un post, une vidéo sur 10 à peu ouais, près en ce qui me concerne. Alors ça peut être un peu plus, période de Noël par exemple. Ça peut être un peu plus pendant les vacances. Et ça peut être un peu moins en plein rush de closing, j'en sais rien. Enfin bon, voilà. Donc, mais pour moi, ce qui est important, c'est avoir une balance. Et le tout, il faut le faire avant tout quand on commence au travers de commentaires. Et je répète, il y a une grosse différence entre repartager un post et puis le commenter. Hein, pour l'algorithme, comme pour les interactions, il vaut mieux souvent cliquer sur je commente plutôt que sur je partage. Et c'est antinaturel. Les gens pensent que quand quelque chose nous plaît, il faut le partager. Eh ouais. bien, la meilleure manière de le partager, c'est en le commentant. Voilà, ce que je vais le répéter 50 fois. La meilleure manière de partager quelque chose qui nous plaît, c'est en le commentant. Ouais, c'est une Voilà. bonne pratique. On va arriver à l'heure du podcast, donc on va passer aux dernières questions. Avant ça, est-ce que tu as des derniers petites tips à donner où on a fait globalement le tour sur le social selling? Oh, je pourrais en parler encore pendant des Ouais, heures. Je j'imagine. dirais qu'il n'y avait qu'une seule chose dont il faut absolument se rappeler au quotidien, c'est est-ce que j'aide les Est-ce autres que à j'aide? progresser dans leur parcours d'apprentissage? Et par les autres, je pense à mes clients préférés, à mes prospects préférés et à ceux qui vont les conseiller ou qui vont me recommander. Hein. Ok. Est-ce que j'aide des gens à progresser? Voilà. Et si je ne pense qu'à ça, j'ai déjà fait un gros pas. C'est le meilleur truc et astuce que je puisse donner, c'est ça. Plutôt que de faire simplement des selfies ou simplement des moi-je ou simplement faire la promotion de ceci ou simplement faire un like d'ailleurs. Hein, un like n'aide pas les gens à progresser. Si, il les aide un tout petit peu parce que tu leur as donné l'opportunité de voir le post que tu as liké, mais toi-même, ça ne va pas t'aider en même temps à progresser. Ouais. Donc, fais en sorte d'aider tout le monde, quoi. Que ça soit win-win-win. Win pour celui qui a posté, win pour toi qui a commenté, et win gagnant pour celui qui lit ton commentaire et le post. Voilà. Ouais, donc aider les autres à progresser, À c'est un progresser. bon mantra pour 2020. Voilà. Et c'est aussi l'objectif de ce podcast. Bah, très Ah, bien, Loïc, je vais je vais te donner les dernières questions. je Euh, t'en prie. Est-ce que tu as du contenu audio, vidéo ou autre à partager sur la vente? Est-ce qu'il y a des choses que tu as en tête que tu pourrais nous donner? Alors, déjà, la première chose,
le plus simple, c'est de me suivre ou de suivre ce que je poste, ce que je commente sur LinkedIn. Parce que là, on va trouver plein de contenus hyper intéressants sur la vente, sur la transformation de la vente, sur le social selling et sur d'autres sujets liés, y compris à la responsabilité sociale, sociétale, environnementale qui devient de plus en plus importante. Mais on va trouver ça sur mon LinkedIn, en fait. Je suis assez peu actif intelligemment sur Twitter, sur Facebook, pas du tout sur TikTok, même si je regarde, et sur Instagram un peu, mais surtout au niveau du Social Selling Forum. Mais donc voilà, donc la première chose, c'est ça. Ensuite, si on veut lire des choses intéressantes à court terme, si on a encore un peu de temps pour lire, moi j'ai fait il y a une semaine et demie, j'ai posté mes coups de cœur en matière de lecture de l'année 2019. Et c'était des lectures, par contre, qui n'étaient pas justement liées spécifiquement à la vente ou à la vente complexe. Parce que je pense que j'en lis trop, moi, des bouquins sur la vente ou sur la vente complexe. Et donc, ça m'embête un peu, j'avoue honnêtement. Donc, j'en lis de moins en moins. Je lis plus des bouquins comme, par exemple, Reinventing Organizations, qui contrairement à son titre, est bien en français, Reinventing Organization. Et je suggère à tout le monde de lire ce livre-là, absolument. C'est mon coup de cœur absolu. Okay. Et ça vous aidera aussi, d'ailleurs, pour la vente, parce que ça vous aidera à choisir les entreprises dans lesquelles vous pouvez travailler et vous devez travailler dans le futur, qui sont des entreprises à mission, entre guillemets, qui ont une raison d'être qui dépasse celle de simplement faire plaisir aux actionnaires et qui jouent la plénitude de leurs collaborateurs, qui permet donc à leurs collaborateurs d'être des vrais bons social sellers, qui plus est, et qui en plus jouent sur l'autogouvernance des entités qui composent cette entreprise. Donc c'est un livre génial, Reinventing Organizations. Le deuxième, pour les futurs excellents vendeurs ou marketeurs, c'est un bouquin qui s'appelle Mastery, Mastery, de Robert Greene. Alors le premier, c'était de Frédéric Laloux. Le deuxième, c'est Robert Greene qui a écrit ce livre, qui existe également en version française et qui permet de voir comment on peut devenir un maître dans son domaine. Et c'est très lié de toute façon à la vente aussi. Bon, sur les bouquins purs de vente, je n'en dirai rien parce qu'il y a plein de gens qui écrivent là-dessus. Ça me fatigue un peu, quoi, honnêtement. Non, mais c'est très bien. Y compris sur le social selling. Les livres sur le social selling, ça me tente pas trop. Ouais. Il vaut mieux suivre sur LinkedIn directement. Ça change tellement vite. En plus, en matière de social selling, tout change. Il vaut mieux le lire en temps réel sur les réseaux sociaux. Non, mais déjà, c'est très bien. La Mastery, je suis en train de le regarder là sur Internet. Voilà, Mastery et Reinventing Organizations. Après, j'en ai plein d'autres que j'ai partagés dans mon post il y a une dizaine de jours. Voilà, et qui sont super aussi. Et il y a plein d'autres personnes qui ont donné d'excellentes recommandations dans les commentaires à valeur ajoutée qu'ont fait beaucoup de personnes à ce sujet. Ça m'a permis de lire d'ailleurs un super livre. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais bon, bref, je suis en train de le lire. Ok. Voilà. Autre question, est-ce que tu as des outils ou des routines qui t'aident au quotidien à être performant ? Alors, je vais dire quelque chose, c'est que moi, ma routine quotidienne, c'est bêtement celle du social selling dont je parlais un petit peu dans le call, c'est-à-dire que je me mets sur LinkedIn et je regarde mes notifications. C'est par ça que je commence. Ouais. Les notifications, c'est le plus important, c'est là que tout va se passer. Ensuite, je regarde les messageries, ça c'est ma deuxième routine. Je regarde qui a interagi par messagerie privée avec moi. Ensuite, je vais regarder quels sont les gens qui m'ont demandé en contact, en réseau, et je vais accepter d'ailleurs la plupart d'entre eux, sauf si leur profil sont mauvais. Et ensuite, je vais faire de la veille de façon sérendipitaire, c'est-à-dire que je ne bloque personne, je ne choisis pas ce que je veux avoir dans mon flux, etc. Je n'essaie pas d'optimiser au maximum. Au contraire, voilà. Donc moi, l'outil principal qui m'aide au quotidien, je l'avoue, c'est LinkedIn. Et j'ai le deuxième outil qui est absolument primordial, c'est le téléphone. Ouais. Je ne conçois pas qu'on puisse faire du social selling sans téléphone. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout va se passer par la conversation téléphonique, en ce qui me concerne. C'est plus facile que de faire 1h30 de trajet pour aller dans Paris, pour prendre un café avec quelqu'un avec lequel on va discuter 1 heure et se rendre compte que finalement, on n'a pas vraiment tous les atomes crochus qu'il faut. Je préfère le faire au téléphone, moi, en général. Et je me vends beaucoup plus facilement et plus rapidement au téléphone qu'en rencontre physique. Et quand je vais voir quelqu'un, ensuite, c'est hyper efficace parce que je fais une visite pour signer, quoi, en fait. D'accord ? Ouais, il faudra que je fasse un épisode sur le téléphone, tout simplement. Le téléphone, c'est le meilleur outil. Mais pour moi, j'ai fait du combo selling, encore une fois. J'utilise tous les outils à la fois. L'événementiel, pour moi,
notamment l'événementiel de groupe dans lequel tu fais jouer de la dynamique de groupe, c'est excellent. Hein. C'est pour ça que j'adore le Social Selling Forum ou les forums. Hein. Ouais. Et puis aussi d'autres, des masterclass, des trucs comme ça. Mais voilà. Donc, si j'avais des outils autrement, quand je suis équipé avec 3 écrans devant moi, tu vois, j'ai 3 écrans, j'ai une grande surface d'écran qui me permet d'avoir plusieurs fenêtres qui sont ouvertes en même temps et je peux travailler de manière hyper efficace grâce à un ordinateur de bureau et 3 écrans. Mais après, ce qui est assez bizarre, c'est que l'outil principal que j'utilise pour le social selling, ce n'est absolument pas le PC, c'est le smartphone. Eh oui. Hein, c'est l'outil de base du social seller parce que ça permet de faire du social selling n'importe où, n'importe quand. Les 20 minutes à 1 heure par jour qu'on doit faire lorsqu'on est un être normal en matière de social selling, moi c'est plutôt 2 à 3 heures, hein, mais l'être normal, eh bien, il va le faire avec son smartphone dans le RER quand il est dans les embouteillages en train d'attendre un client à manger ou alors aux toilettes, tu vois. Donc voilà. Donc moi c'est ça, mon outil principal c'est le smartphone. Ok, super. Ok, très bien, Loïc. On va arriver à la fin du podcast. Dernière question, comment on peut te joindre et est-ce que tu as une idée d'invité que je pourrais inviter du coup sur ce podcast? Alors, oui, j'ai les deux et je vais te faire une recommandation forte. Je te recommande d'inviter Philippe de Liège. Ouais. Parce que c'est un podcast sur la vente et lui, il a une approche de la vente qui est disruptive. Enfin, je ne dirais pas aussi parce que la mienne est moins disruptive que la sienne, d'accord ? Et je pense qu'il a vraiment de quoi partager des choses très intéressantes sur la vente qui va complètement, non pas à l'opposé, mais qui complète, on va dire, hein, pour être gentil, hein, qui complète tout ce que les traditionnels formateurs à la vente peuvent expliquer. Très bien. Écoute, je vais On a le beaucoup contacter. de nos collègues qui sont des formateurs à la vente de longue date et qui donc expliquent les choses, y compris quand ils parlent de social selling, d'une manière totalement différente de ce qu'un Philippe pourrait partager, ou moi-même. D'accord ? Donc voilà qui je recommande. Et l'autre question, c'était quoi ? Comment on te contacte si jamais on a des questions Eh bien moi, on va sur LinkedIn. Ouais. Et sur LinkedIn, j'ai mis mon numéro de téléphone visible à tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas connectés avec moi. J'ai mis mon email visible par tout le monde, y compris par les gens qui ne sont pas connectés avec moi. Et quand on est connecté avec moi, on a tout ça en plus dans les coordonnées. Et donc, on peut très facilement me contacter par téléphone, par email ou par LinkedIn. Moi, mon outil principal, c'est LinkedIn au quotidien. Et j'écoute beaucoup moins je dirais les messages téléphoniques, je les écoute 1 fois par semaine en général. Les SMS, j'y vais de temps en temps. Par contre, LinkedIn, j'y suis tout le temps. Très bien. Voilà. Écoute, c'était un super épisode sur le social selling. On sait beaucoup plus maintenant. On a plein de conseils à appliquer. Tu vois, j'ai appliqué en te demandant la recommandation. Je fais marcher les liens faibles. Et du coup, Loïc, merci pour ta disponibilité et donc n'hésitez pas à contacter Loïc hein, si vous avez des questions sur le social selling ou sur les social selling forums. En tout cas, ce fut un plaisir. Le plaisir était partagé. Merci beaucoup et bonne année. Hein, ouais. Parce que là, ce post il viendra après. Ce podcast sera après la fin de l'année. Mais bon, voilà. Ouais, voilà, on est le 30 décembre, donc ce sera publié un peu plus tard. Ouais. Salut Loïc, à bientôt. Merci encore. Au revoir. Bye. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!